viability of offsite for homes, because the UK is very poor for data. And we combined ourselves with Barratt Housing, which are the largest UK private house builder, Stuart Milne Group, which is the largest Scottish house builder, but also, I think some of the contingent might know, Stuart Milne Group are also one of the largest importers of the Swedish timber as well. We had 2 research centres, a university, we had a couple of small contractors, we had government involvement with the UK Research and Innovation Centre, we had a manufacturing technology centre involved, and with this, over 3 years, we tested 7 different combinations and amounts of offsite in homes. So the most basic just had a simple panel instead of a blockwork wall, which was open, to the most advanced, which had modular roofs, fully sandwich paneled floors, ceilings, walls. So going from 19% all the way to almost 98% offsite. The reason we wanted to do that is because we were saying there is no correct amount of offsite. It depends on your business. The private house builder gets more benefit somewhere in the middle because they sell the home after 2 years. They will not get the return of improved quality that you received after 50 years. We, however, can pick one which gives us the best. The problem with offsite sometimes with clients like us is we measure money versus money. Is it cheaper or more expensive than traditional? So on this project, we didn't measure that. We measured the cost, but we strapped activity monitors onto all the workers on every package, and we measured on all those 7 different types of combinations of offsite on each packet, a roof, a floor, a bathroom fit out. We measured how much time and the productivity of the laborers on site. So we could add the labor, we could add the prelims, the shorter site times, to demonstrate an actual cost. We also looked at embodied carbon towards the end to demonstrate, as everyone was calling, timber as a carbon sink, as a carbon battery to take carbon out of the atmosphere. What I will say, and I'll give you, I think the next one might take me onto the next slide. Yes, yeah, I'll go back one. One of the key outputs of that project, there was 2 parts that came really good. The first one is for the most advanced system that we could use, the uplifting costs against traditional, with all of the actual factors taken in, was only 3%, but 3% is a lot. However, that produced a house which was halfway between our current building regulations and net zero carbon. Now, the estimated cost for that in government figures was about 15%. So by utilizing timber and offsite, we were able to accelerate our move towards net zero. So now as a company, we have the most, from a carbon point of view, the most advanced house in the UK, and we produce it. The company has agreed to do that because we have a target, as do a lot, 2050, all homes in the UK must be net zero carbon. Those homes now are so advanced at a build stage, we don't have to go back later and pay a lot more money to retrofit them. So we've saved the business, estimated somewhere around £50 million in the next 5 years from over-speccing. So we've made a saving of 50 million, but we've built a net zero carbon ready house. So it's a massive victory for our company. We get a lot of headlines for that at the moment. It's the most advanced house type in the UK from that perspective. It doesn't have the technologies in yet. That's just about the fabric. It doesn't have the heat pumps, the solar. It's just, as a fabric, it is the furthest in the UK at the moment. We've also made a point of doing other collaborations. We've worked a lot with the government. We've worked with other governments, like Welsh Government, etc. We have worked with many of the leading bodies informing construction strategy leadership in the UK. And the reason is because we've solved the problem that others have really struggled with. Our methodology and our approach to coming into this is quite refreshing. It's quite different to what others have done. So we're taking a little bit of sector leadership and we're trying to help others in the space understand better, because a rising tide will lift everyone. You don't need to be so precious. If you've got it right, share it. If your homework is good, but you will benefit if others do well also. We also have recently won a series of awards. Once we now understand what our products are, we realized that storing them as PDFs in a Windows operating system is not the best place for them in the long term. I don't think that's how Apple do it. So there wasn't anything in the construction sector. We started to create our own briefcase, our own dashboard. So we've now got a digital portfolio holding piece. We collaborated again with some architects and some computing companies. We've got Hawkins Brown, HTA,
virtual viewing, and we created our own virtual way that we can store our products and help people in the company understand what we build. We can map them around the UK. We know where they are. Our maintenance teams know where to maintain them. And that really is where we got to. So from no offsite when I joined, in 5 years, we've taken sensible, steady steps, and we've now put one of the largest house builders and social landlords on a really good footing to produce and take leadership for offsite and also for net zero in the UK. So hopefully that's helpful for those from the French market to understand the approach we took, because it'd be really good to see maybe some of the successes taken on and maybe avoid some of the hurdles that the UK faced as well. Thank you. Thank you very much, Wayne. It's really amazing the trip you've made on this offsite, and I love that very much. You have done it quietly, smoothly, but with the strategy, and you are going on. Maybe I have a question for you. You have been speaking, of course, of industrialization and standardization. You have been creating your own catalog of bathroom pods, for instance? Yeah, yeah. Of apartments? Yeah. Yeah. And how is it with architects? How is the adoption of your system? Do they like it? It's a really strange one. At the beginning, we needed to appoint architects to help us design them. We knew what we wanted, but we're not architects. Or I used to be, but I'm not allowed to be an architect anymore. So I'm not allowed to get AutoCAD out and start to draw them. So we appoint them. We approached a lot of architects that we knew were interested in that space. We very genuinely had 2 or 3 who wouldn't take part in the project because as far as they were concerned, they were digging their own grave. If they helped us today, they would win less work tomorrow. The smarter architects who joined it realized that we can't build enough homes. There is more than enough work. What it would mean is that in 1 year, one team, instead of doing 1 project for 2 years, that same team can do 3 projects in the same time. Now, they would probably get some reduction in their fees for each project, but overall, they would do a lot better. So the architects who joined us and are now on our frameworks and will use them are more forward-thinking. But it isn't a given that everyone will see the vision and the benefits. We did try to explain to the others, but they... I'm old enough to remember when I first did some work in the summer as a young boy at an architect's before I studied architecture. It was on drawing boards. And when I went back the second summer, still before university, I was very keen to get involved. They were moving into AutoCAD. And about 20 to 25% of the office, before I went back, had retired because they said they would rather retire than have to learn to use a computer. And I have a funny feeling that if we're successful in this space, we may seem similar, but with whole companies. Some companies think or believe that reinventing the wheel on every project is where they add value. And you've seen from ours, we're only doing bathroom pods and balconies. You still design everything, the whole scheme, the size, the facades, everything. But still, they're principally against, if they don't get to draw every bathroom from scratch, it's not a bathroom. So I worry that some of them will not survive in the future, like the architects who wouldn't go onto computers. So yes, it hasn't been easy, and that's the same. We have buyers who refuse to use a framework. They say, if I've already done a deal with a bathroom pod manufacturer, that's 20 packages they used to order. Where do they come in? What do they do now? And I say, well, there's still lots of packages I'm not standardizing. No, there's no point to me anymore. So it's going to be a real cultural challenge in the UK. A lot of people who won't come on the journey because they've always seen their value in doing everything from scratch. I love that. And I love what you have done with bathroom pods. We spoke about it. And of course, when you ask an architect to draw some apartments, and so they are starting by the facade, you know, and come into the apartments and then to the bathroom. And when you look on the plan, you have all different bathrooms. So it means you can't produce those bathrooms in a factory. And so you have done your catalog,
And what I love is that you have been very far in the prototype, testing them for a lot of things that could happen in the pod, in the bathroom for years. And then you are sure of the quality. And so you know it's going to cost you much less in the uses for years. And the only thing is that the architect has to pick up the bathroom and put it on his plan. That's also simple. And there are, the interesting part is if you look at another sector like the car manufacturing sector, there is still a place for bathrooms that are extravagant and beautiful and huge. So that's your Bugattis, that's your Ferraris. I see it that architects in the long term will look like car manufacturers. There will be some who still do these astounding cars that have to be designed from scratch and only 10 are going to be made. But they're going to need to be a lot of architects who come on the journey. There won't be a lot of that. So they can't all occupy that space. So some of them will they'll either adjust and start to help people like Ford and Citroën make their cars, or in the end, Ford and Citroën will bring the designers into their companies. So at the moment, we're working collaboratively because there are architects who would like to work like that. If they weren't there, we would have started to build our own architectural team. Yeah. We had no choice. Sure. Thanks very much. Any question for Wayne? Quelques questions pour Wayne? Xavier? Yes, you stated that you have partnered with 4 key offsite players like Stuart Mine or Barrett. Mm-hmm. How do you contract with them? Is this a tender process or do you allocate their resource for a minimum number of production? No, that was just for a research project. So we don't build together. It was that essentially what we realized that if we want to test all these different houses, we'll have to build them all. It's much more efficient if they build 3, we build 3, Stuart Milne build 3, and also they can test other things. Barrett, as part of the project, built a net zero carbon prototype house. Stuart Milne built a robotics. They built designed a new factory and looked at optimization of productivity in factories and looked at advanced robotics, which we then used on the project. So the idea was bringing those parties together is that they would all bring their skills and strengths. They could all collaborate, and rather than one of us have to do 9 work packages over 3 years to learn ourselves, it's much more efficient if all of us just take a couple of work packages and we take each other's learning. Because that was part of the idea, was that rather than one company has all this knowledge and learning, we would work together. So there may actually be some future opportunities with Barrett. From it, we've created some pattern books for houses, and we may look to buy or build or do frameworks with them. But at this early stage, it was just to see if there were common parts. And we got as far as probably windows, even our bathrooms. Theirs is a different product to ours. Ours is a social housing product. Theirs is a private sale, different market. And Stuart Milne is a different product again. Theirs is in Scotland, and it's a different type of client. So actually, we had to find where we had synergy. And it might be later that we will look to collaborate and get volume together. But it wasn't that we're now building together. We do have projects with them, but they're different. This was just a collaborative research project. And do you think the offsite has changed or will change the tender process for a social landlord like you? Yeah, I think it can. I think we're being asked, because of our size, we're being asked to take some leadership. So if we can solve the problem, then we're being asked to allow others to use our solutions. And so that's what we're looking at the moment. At government level, they've asked if we are able to help others on that journey, or maybe share our frameworks. It's a little bit more complicated because my company is a not-for-profit. We're a charity. And in the UK, a charity definition is I can't exploit my works for other companies because I'm a charity. I can only exploit my works to help the charity. So it's a governance thing, so it's complex, but we are now looking, how do we get around that problem? Because L&Q was not set up to solve the offsite problem for the UK. It was set up to solve the housing crisis of the UK. So it's a good problem to have. We didn't think we'd get to this position. We're ahead of where we thought we'd be, and now others are asking us to help others
we weren't set out to help others. We're going to have to find how can we do that. Quelqu'un d'autre? Bien, alors nous allons passer à Éline. Donc Éline, tu es la responsable de la préfabrication du groupe Saint-Gobain. Tu fais le tour du monde plusieurs fois. Tu rencontres tu as visité de nombreuses usines. Tu connais bien ce marché. Et de ce point de vue d'une experte de la construction hors site, eh bien, j'aimerais avoir un petit peu ton témoignage sur ce que tu as entendu ici et comment toi tu le vis, comment tu as pu comprendre tout ce qui a été entendu. Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent et qu'est-ce que tu peux rajouter là-dessus? Et puis bien sûr, peut-être nous parler du rôle de Saint-Gobain justement dans ce développement immense de la construction hors site internationale. Merci Pascal. Donc, je travaille effectivement chez Saint-Gobain dans le marketing et innovation centrale de Saint-Gobain et je m'occupe de la construction hors site globale. Et donc, ça veut dire que je aide nos clients hors site, bien sûr les pays où ils sont avec les équipes Saint-Gobain locaux. Et j'aide aussi nos propres fabricants hors site parce que Saint-Gobain a aussi de la production hors site. Donc ça fait un champ assez riche pour comprendre ce qui se passe. Et effectivement, je peux dire que partout dans le monde, le hors site en général, c'est quand même le social housing qui est le démarrage. Donc ça, pour les standards, etc. Donc ça, on le reconnaît bien ici. Et donc, je vais vous donner un peu notre perspective parce que Saint-Gobain n'est pas un constructeur. On est un fabricant de matériaux, on est un industriel, même un très vieil industriel parce qu'on a plus que 350 ans. Et donc, quelques mots sur nous. Donc, Saint-Gobain est un industriel qui fournit plusieurs industries. L'automobile, on fournit la catalyse, l'électronique. On fournit aussi la construction d'hélicoptères, l'avionique. Mais un de nos plus gros marchés, c'est quand même la construction. Et notre vision, c'est de contribuer à la construction durable et devenir un leader mondial dans ce segment, et notamment avec une vision qui est, pour construire durablement, il faut qu'on construise plus léger. Il faut qu'on utilise la bonne quantité de matériaux là il faut et qu'on ne surdimensionne pas. Et là, leur site est effectivement une manière de mettre la chaîne de valeur sous contrôle pour qu'on peut utiliser juste ce qu'il faut. On est présent dans presque 80 pays sur 6 continents. On a 800 usines, donc on est vraiment un industriel. On a beaucoup de procédés. On a de grosses équipes d'industrialisation et automatisation. On a aussi l'habitude de penser produits. Et on a aussi une recherche qui est assez active. Donc, on a 8 gros centres de recherche avec des centaines de chercheurs et on a aussi 50 petits centres de recherche. Donc, on a une innovation assez importante. Et donc, ce qu'on constate, c'est que leur site, c'est quand même une tendance de fond dans la construction. Chez Saint-Gobain, on le connaît bien dans les pays du Nord. Dans les pays scandinaves et en Hollande, où ça fait une bonne vingtaine d'années, même plus, où on fait la construction au site. Mais maintenant, on commence à le voir un peu partout. Et donc, ce qu'on voit, en effet, c'est que traditionnellement, nous, on fait des produits, des standards, qui sont en stock, et on les envoie via des distributeurs, des installateurs ou sur des sites de construction. Mais de plus en plus, on a une demande pour des nouveaux matériaux où le site de construction, c'est plus de l'assemblage et les gens demandent des solutions, de l'ingénierie. Et ils demandent des choses très variées, des kits. Donc, ça peut être des kits très variés. Vous allez voir quelques exemples un peu plus tard. Ils demandent des éléments et ils demandent parfois aussi des modules. Et très souvent, ils demandent quand même quelque chose qui est conçu, planifié et réalisé pour un projet parce qu'on est quand même dans la construction.
mais la tendance augmente. Et la raison pour laquelle ça arrive, c'est vraiment parce qu'il y a un manque de savoir-faire. Il y a de moins en moins de gens qualifiés dans la construction. Et il y a des contraintes d'urbanisme, mais aussi de développement durable un peu partout, avec des villes qui doivent se déplacer, se construire très vite, ou des normes qui changent. Et donc, on va commencer par Saint-Gobain, fabricant hors site. On est fabricant hors site dans 8 pays et on fait des choses très variées. Donc, je vais voir si il y a un pointeur ici qui marche. Non. Donc, on fait notamment en Angleterre et en Norvège beaucoup de structures de toits fabriquées hors site qui sont soit préassemblées, soit envoyées comme kit. On fait des façades. Comme vous le voyez ici, ça c'est en Norvège. On fait aussi des toits faits en 3D, ça c'est en Angleterre, où on fait tout l'espace. On a une boîte qui s'appelle Roof Space, qui en effet fait l'espace habitable et fournit un toit fini. En Hollande, on a plusieurs offres au site. Et vous voyez une ici où on vend des sous-façades. Donc après, le façadier a juste à décorer. Donc on vend ce qui est en dessous. Et en haut, vous voyez la petite maison. En effet, ça c'est une garage. Et ça c'est ce qu'on a qui est le plus produit. Parce que ça c'est un produit configuré. Donc on a des standards. Et donc on a une usine qui fait des standards. Et le client va configurer ce qu'il veut. Et on envoie ça donc comme des panneaux ou des kits chez le client. Et à côté, il y a quelque chose qui est, je trouve, assez intéressant. Saint-Gobain a aussi une partie dans les pays nordiques. On a une entreprise qui s'appelle les Frères Dahl, qui est un grand distributeur de plomberie et ventilation et système de chauffage. Et ce que vous voyez là, ça c'est une colonne de plomberie qui est en train de sortir de l'usine. Ça, c'est pour des collectifs, et je pense que même là, c'est en rénovation, mais on a quand même de plus en plus de préfabrication, aussi en plomberie et en HVAC, où on préfabrique, par exemple, la chambre de commande. Je dirais, tout ça, c'est pas facile à industrialiser. Et je dirais qu'on est très, très loin de nos autres industries. Hein. Donc, la première chose, on travaille partout sur comment faire mieux, on travaille partout sur comment mesurer pour optimiser. On a quelques années devant nous avant savoir-faire, je pense. Mais quelque chose qu'il faut bien sûr faire, c'est standardiser le process dès la prise de commande, même standardiser le process avec le client. Donc avoir, par exemple, un processus d'estimation de prix, collectionner des données pour préparer le chantier d'une façon standardisée. Et on travaille sur toutes ces briques. Pour arriver à être plus efficace. Voilà. Même on comprend bien tous les problèmes qu'il y a à nos clients au site pour avancer. Donc on est aussi fournisseur et partenaire des constructeurs au site. Et donc là, on est dans beaucoup plus de pays. Au moins plus qu'une trentaine où on a une vraie activité. Et avec une activité qui croît notamment en Europe et en Amérique du Nord. Et donc, on n'est pas que fournisseur de constructeurs en bois. Un de nos très gros clients, c'est le secteur béton, où on livre des produits pour faire un béton plus vert, pour pouvoir incorporer des déchets dans la béton préfab. Et par exemple aussi des solutions pour sécher plus vite le béton, pour le rendre plus léger. Et des systèmes d'isolation ou de façades pour faire des façades sandwich, des panneaux de béton. Et ce que vous voyez sur la petite image à côté, c'est aussi qu'on aide aussi nos clients sur site. Donc on livre aussi des matériaux pour coller le béton, pour bien faire les fondations quand on arrive avec des éléments préfab, pour bien faire les niveaux, etc. On livre des silos avec des produits spécifiques pour tout ce process. Donc on est en support process pour ces clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie béton est quand même probablement un de ceux qui est le plus industrialisé. En tout cas, c'est là où on a les clients les plus industrialisés. Voilà.
Et on fait, bien sûr, aussi, on a des clients qui font plutôt nous on appelle ça de la construction frame, donc du métal ou du bois. Et là, on est présent dans une quinzaine de pays. Et on a 8 pays qui sont très, très loin dans la construction bois. La Suède, l'Autriche, les Suisses, le Canada, l'Angleterre commence, etc. Et dans ces marchés, on a passé des années à co-développer des systèmes et faire des catalogues pour vraiment des solutions feu, acoustique, et montrer que ça fonctionne. Donc, en Autriche, je pense que ça fait 15 ans qu'on travaille sur la documentation avec des clients comme Binderholst. Et une fois que l'industrie commence à produire, on fournit bien sûr aussi des solutions qui rendent leurs usines plus efficaces, typiquement des solutions d'isolation qui s'appliquent bien en usine. Ça peut aussi être la petite photo là que vous voyez, c'est des plaques de gypse prédécoupées pour aller dans un robot si un constructeur au site est manipulé chez eux. Donc, on est un partenaire et on co-développe les systèmes, et à la fois des éléments et volumétriques. Donc, le bois, on le voit beaucoup en Europe, Amérique du Nord, au Japon, mais le métal, c'est Moyen-Orient. Ils ne sont pas de bois, et je ne pense pas qu'on aura assez de monde pour fournir tous les pays au monde en bois. Donc, il y a pas mal de pays aussi qui font la construction légère, mixte béton-métal, où on travaille aussi à faire des systèmes avec eux. Voilà. Et donc, quelles sont les solutions qu'on développe? Donc, par exemple, ici, vous avez des exemples de l'Hollande, où on a développé, quand un préfabeur a fait des éléments, il les ramène sur site. Il se focalise bien sûr sur l'assemblage. Il faut que l'assemblage va vite, qu'il est sécurisé. Et il y a 2 points clés aujourd'hui. C'est bien sûr la fixation mécanique, ça c'est la première. Mais après, il y a l'étanchéité air et thermique. Et donc, on a de plus en plus de clients qui ont besoin en effet d'avoir des solutions spécifiques, qui peuvent monter en usine, qui peuvent ramener sur site, et qu'il peut mettre en œuvre sur des bâtiments divers et variés. Donc, par exemple, ce client-là fait que des toits. C'est des toits papillons. Il les tire sur le chantier, il les tire sur les toits avant de les déplier. Donc, il y a pas mal de sollicitations mécaniques. Et il les adapte à la fois en rénovation et sur différentes structures, donc du bois, du béton. Donc, ils ont besoin de solutions qui s'adaptent à ces contraintes, qui permet d'absorber les dilatations, par exemple, ou les différentes rugosités qu'il y a sur ces solutions. Donc, on a développé des systèmes pour ça, qui montent en usine, qui sont juste à tirer et plier, et à la fois l'intensité thermique de l'air est assurée. À côté, vous voyez quelque chose qu'on a développé aux États-Unis et au Canada, qu'on va ramener en Suède bientôt. Dans ces pays, on a beaucoup de clients qui font de la 3D modulaire. Donc, ils font des modules et après, ils terminent les modules dans l'usine et ça leur prend beaucoup de temps. Parce qu'il faut mettre des plaques de gypse, c'est du bois en général, donc il faut mettre des plaques de gypse pour le feu, et après il faut faire la jointure, il faut peindre, il faut mettre autour des prises, etc. Ça prend un temps fou. Il faut traiter des cadres, des fenêtres, des portes. Et donc là, on a développé, on travaille beaucoup sur comment rendre cette partie du processus beaucoup plus rapide, et on a développé un matériau, une machine qui extrude en effet des coins, des corner beads, pour tous les joints, plafonds, portes, fenêtres. Et donc, il peut y avoir un ouvrier qui, via le BIM, produise donc la bonne forme et un autre qui le colle. Et donc là, on a développé une usine et chaque fois qu'on visite un préfabeur, il en achète un ou deux. Donc, on essaye de le transférer en Europe pour le tester. Et là, on a découvert que faire des produits, c'est une chose, mais faire des machines, c'est autre chose. Il faut assurer le service après-vente. Il faut faire de la formation. Là, vous voyez la formation d'une de mes collègues canadiennes pendant le Covid
un fabricant hors site. Et donc, il faut aussi la conformité européenne. Donc, ramener une machine américaine en Europe, ça, on ne savait pas faire. On a dû apprendre à le faire. Et donc, ça nous a ralenti, mais on espère le lancer en 2023 en Suède. Et ça sera une première étape pour rendre cette étape plus rapide. Ouais. Vous n'avez pas pensé à faire des plaques de plate beaucoup plus grandes? Si, on en fait. On en fait des plaques de plate plus grandes, bien sûr. On en parlera. Mais au Japon, on a des très, très gros clients préfabeurs, et ça depuis très longtemps. Donc, les Japonais construisent d'une façon industrialisée depuis les années 60. Et donc, on a des contrats et des partenariats avec eux depuis les années 60. Et là, on est beaucoup plus sur un modèle comme l'industrie automobile, où on a des très gros fabricants de produits. Donc, il y en a qui font 10 000 maisons par an. Il y en a qui le reprennent, d'ailleurs. Les maisons, on les répare. Ils réparent les modules. Et là, on a des solutions spécifiques pour la plateforme de construction. Et ce que vous voyez ici, c'est une partie des solutions qu'on a pour assembler en usine ou en site, mais beaucoup en usine. Donc les fenêtres, assembler des sandwich panels, des choses comme ça dans l'usine, et le faire vraiment rapidement, soit par un robot, soit par un être humain. Ce qui est intéressant au Japon, c'est que les Japonais ont souvent un standard interne. Donc, ils font pas des maisons de n'importe quelle taille. Ils ont un grid, une matrice sous-jacente. Et par exemple, un mur va être fait par des panneaux qui fait 60. Et donc, les gasquettes de ces panneaux, nous, on les fabrique. On fabrique aussi... en effet, des gasquettes qui permettent de mettre la maison sur la fondation. Et une grande partie de ces systèmes sont aussi démontables. Et bien sûr, avec toutes les contraintes qu'on a au Japon sur les tremblements de terre. Donc là, on est plus sur l'assemblage. Ouais, ça marche pas. Et donc, peut-être qu'on peut souligner ici, tous ces produits-là, les gens qui les développent, c'est les mêmes qui développent des produits pour les avions, pour Boeing ou pour les voitures électriques. C'est les mêmes équipes. Ça marche. Oui, je voulais te poser une question, Éline, parce que tout à l'heure, moi, j'ai évoqué la construction au Japon, notamment des acteurs comme Toyota Homes. Donc, ça fait partie de vos clients. Et donc... Tu confirmes qu'ils annoncent des garanties constructeurs sur des durées extrêmement longues. Et donc, j'imagine que vos produits permettent d'atteindre ces niveaux de garantie sur l'étanchéité à l'air, etc. Donc, des garanties constructeurs jusqu'à 60 ans, ça peut paraître complètement incroyable pour nous. Et c'est bien ce qu'ils atteignent aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est aussi des relations qui sont des relations de confiance. Les contrats qu'on a avec ce type de clients, ce n'est pas par projet, c'est sur 5-10 ans. Donc, c'est des contrats très longue durée. Donc, c'est vraiment une question de co-développement et on fait chacun ce qu'on fait le mieux. Mais c'est ce que vous avez déjà avec eux dans l'automobile quand vous fournissez des vitrages, par exemple. Exactement. Voilà, donc, fur et à mesure qu'on avance, on voit bien qu'on a nos produits standards qui sont traités dans un circuit. Et quand on parle de hors site, il faut aussi une structure adaptée pour traiter ces clients. Et donc, dans les pays où leur site est en place, ou commence à se développer, on met en place en effet des business units hors site, avec des équipes spécialisées qui ont aussi des équipes back-office avec des compétences à la fois en R&D et en design. Et donc ici, l'exemple de la France, où ils ont créé cette business unit en mai, je pense. Ça vient d'arriver, hein, c'est ça. Ça vient d'arriver, oui. Avec le but de transférer ou de redévelopper, mais probablement transférer une partie des gammes spécifiques pour la construction légère, parce qu'en France, il y a beaucoup de questions sur la biosourcée. Mais aussi ramener nos solutions de productivité, donc notamment nos plaques XXL qu'on a, mais qui posent souvent un problème logistique. Il faut dire que les plaques XXL, ce n'est pas forcément ce qui est le mieux pour être productif. Pour faire des coupes sur mesure quand ça fait sens, travailler ensemble sur tout ce qui est joint, etc. Faire la certification, parce qu'en France, il y a beaucoup à faire. Donc, il faut redévelopper une certification.
Et comme la France est un pays quand même du minéral, on va aussi développer des enduits minérales industrialisés pour que les Français, c'est pas tous les Français qui auraient envie d'avoir une façade en bois ou ils veulent avoir un mix. Donc on travaille aussi sur comment avoir ça mécanisé au site. Et donc une autre partie qui est très importante, c'est être capable à co-développer ces nouveaux modes constructifs et être un partenaire d'innovation. Et donc ça va être mis en place aussi en France. Il y a déjà des co-développements, notamment autour du bois, avec Matisse et aussi avec des startups comme Bestac qui sont ici sur le salon. Voilà. Donc la France va aussi avoir sa structure qui peut donc aussi être en contact avec les autres structures qu'on a pour bénéficier des innovations, les transférer. C'est-à-dire qu'on peut avoir un jour les produits qu'utilise Toyota aujourd'hui au Japon, chez nous. Oui, en bien France. sûr. Ouais. Génial. Ouais. Et donc un dernier point pour un industriel qui a besoin de matériaux et qui est un gros consommateur de matières premières, on pense vraiment que leur site est une des briques essentielles dans l'économie circulaire sur le bâtiment. Bien sûr, il faut arriver à réutiliser des bouts de bâtiment. En tout cas, si le bâtiment ne reste pas en place 200 ans, il faut que les éléments soient réutilisables. Mais même plus en amont dans la chaîne de valeur, il y a un gros potentiel dès qu'on commence à avoir des industriels. Et donc là, il y a un exemple de la France. Par exemple, en France, Saint-Gobain utilise maintenant les déchets des scieries, donc des scieries qui fournissent les fabricants au site et l'industrie des meubles. On prend leurs déchets et on les transforme en produits d'isolation dans une entreprise qui s'appelle Isonat. Et bien sûr, il faut qu'on ait des quantités de déchets qui permettent de faire une chaîne industrielle. Donc, au fur et à mesure qu'on s'industrialise, ça sera possible d'en faire plus. Et dans un pays comme la Suède, où on a une très très longue collaboration avec nos clients, parce que ça fait une vingtaine d'années ou même plus sur la maison individuelle qu'on a des clients au site, on recycle complètement en effet leurs déchets, donc on les mesure et on les recycle. Quand on les mesure, on sait à quel point ils sont efficaces pour les installer, donc on peut aussi dire peut-être il y a des modifications à faire. Si on a beaucoup de déchets, en général, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça permet de développer, par exemple, une dimension spéciale ou du produit spécifique. Pour des fabricants qui ont des très gros volumes, on a co-développé des containers que vous voyez là. C'est des containers qui vont sur un camion, qui se met dans la façade, en effet, de ces préfabeurs. Et donc, ils mettent leurs déchets, notamment de laine de verre, d'autres, ça peut être du plâtre dedans. On les ramène dans nos usines. Et quand on a du volume, en effet, on peut faire quelque chose de différent. On peut faire du reconditionné. On a des déchets de très très bonne qualité, ce n'est pas des déchets chantiers. Et donc on peut récupérer la fibre et on peut refaire des produits avec. Et donc en Suède, on a lancé un produit qui sera sur le marché là, qui s'appelle la laine de verre circulaire, qui est en effet un laine de verre complètement reconditionné. Donc c'est un produit assez différent par rapport aux autres produits qu'on fait. Et on est aussi capable de faire toute la cycle de vie. Et on est aussi capable de faire la certification européenne quand on est dans ces chaînes où on a accès à des déchets plus industriels. Donc nos clients nous intéressent pour les deux aspects. Bien sûr, c'est aussi plus facile pour nous de récupérer des déchets dans les bâtiments. Un jour qu'on déconstruit, qu'on sait ce qu'il y avait là-dedans. Et donc pour l'exemple là, vous voyez qu'en faisant comme ça, on arrive en effet à couper de 50% le carbone encastré dans ce produit. Donc, il n'y a pas que sur le bâtiment, on peut aussi, dans la fabrication de matériaux, en effet, bénéficier de la construction au site. Il faut garder ça en esprit. Donc, ça m'a ramené à ma conclusion, qui est, c'est un changement de nos métiers, les vôtres, les nôtres, ça c'est clair. Et c'est absolument pas facile, même pour un industriel. Quand nous, on va dans une usine et on voit les contraintes autour d'une construction de bâtiment, c'est quand même assez complexe. Et je pense quand même qu'il y a plus de variations dans le bâtiment qu'il y a dans l'avionique, par exemple, ou dans les voitures, parce que les normes changent entre les régions. Donc il y a quand même il y a une contrainte qu'il faut quand même, il ne faut pas quand même se punir à dire qu'on est mauvais. Il y a des contraintes très importantes. Tu es en train de dire qu'il y a plus de
de variations dans les réglementations dans le monde du bâtiment que dans le monde de l'automobile Ah oui, au niveau mondial. Incroyable. Nous, on fait Incroyable. des tests, tout, donc on sait ce qu'on paye. Et même entre pays, dans les pays, en Allemagne, de ville en ville, on a des normes différentes. Oui. Il faut investir dans l'innovation partout. Et il faut co-développer dans la chaîne de valeur, c'est primordial. Je pense que personne ne peut tout faire tout seul. Je pense que des approches type Catera, où ils ont voulu tout faire tout seul, c'est très compliqué si on n'est pas très très fort dans sa segmentation, si on ne sait pas exactement quels clients on fournisse, ça va être difficile. Donc il faut vraiment travailler dans la chaîne de valeur. Et peut-être un jour, on arrivera à travailler sur la standardisation. Ouais. Merci Éline. Je pense qu'on peut l'applaudir. On voit le potentiel, mais on voit le chemin encore à parcourir. Hein. Aujourd'hui, les matériaux sont faits pour le chantier. Si on simplifie, et comment est-ce qu'on peut les adapter, avoir de nouveaux matériaux qui soient plus efficaces pour produire industriellement. Alors, est-ce que vous avez quelques questions que ce soit à Wayne, à Éline, à moi éventuellement. Et parce qu'on arrive au bout de nos 3 heures. J'espère que vous avez trouvé ça passionnant. Peut-être une question ou deux? Oui? Oui, bonjour. J'aurais une question concernant, de votre point de vue, comment est-ce que vous envisagez l'interopérabilité entre différents modules de différents constructeurs? Je ne sais pas, un module de façade, de plancher, de cloison. Si on se dirige vers un domaine structuré un peu comme l'automobile, avec différents faiseurs, comment ces interopérabilités pourraient se construire? Est-ce que ça serait par le biais d'accords d'un industriel à l'autre, ou quelque chose de plus facilement généralisable pour permettre aussi le développement, d'ouvrir la porte au développement de PME par exemple? Parce que si tout se passe entre 2 acteurs, c'est très difficile pour une PME de... Ouais. Donc nous, on fabrique des sous-ensembles. Et donc aujourd'hui, en effet, on n'a que des plus gros clients qui arrivent à les standardiser. Donc on est fabricant au site. Souvent, quand même, on a quelques très gros clients où on se met d'accord sur leurs standards. Donc, ils ont une plateforme interne et on s'adapte à ça. Mais pour le diffus, comme on dit, soit l'écosystème se met d'accord sur un standard, et je pense que ça sera le mieux. Quand on se dit, on fait un standard chaque 300 cm et après, on fait des modules d'adaptation quand on est au standard. Et ça sera vraiment le métier de l'artisan de faire ça. Mais je ne vois pas comment si on ne fait pas ça, c'est très difficile. Hein. Donc aujourd'hui, en effet, on récupère dans pas mal de nos business, on discute toujours où on met la barrière, jusqu'à où on va s'adapter. Et en général, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on met un prix pour ce qui est le plus standard. On met un autre prix quand c'est moins standard. Il y a des choses qu'on dit non. On dit il faut partir avec un artisan. Donc, avant, on avait la brique, et la brique imposait une standard. Hein, donc, c'est quand même possible. Ouais. Donc, si on regarde les cuisines, moi j'aime bien les cuisines, les meubles, le 60-30 semble être un bon standard. Merci pour la question qui est effectivement très très intéressante. Hein. Comment est-ce qu'on peut assembler des éléments fabriqués en usine? Et là, effectivement, on va parler de standardisation. Quand on parlait tout à l'heure dans l'automobile de Valeo, Faurecia, etc., ils ont bien des équipements qui sont capables d'aller sur tout type de voiture. Donc, on n'en est pas là. Voilà, il y a une évolution très importante, mais la question est très intéressante. Est-ce que nous avons... encore une autre et peut-être dernière question. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à féliciter Wayne, Éline. Merci pour vos témoignages. Merci à vous pour votre patience.
3 heures, c'est long. J'espère que vous avez pris du plaisir et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à revenir vers nous, bien entendu. Je vous rappelle que j'ai quelques livres blancs là, ici sur la construction hors site, donc par le comité stratégique de filière. Si vous voulez en prendre un, n'hésitez pas. Et nous sommes bien sûr à votre disposition pour tout le reste de Batimat sur le stand hors site. Dans ce secteur-là, c'est le stand R7. Et vous serez bienvenus. Bonne soirée à tous.